Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence consacrée à la dernière revue internationale et stratégique que, évidemment, je vous recommande tous d'acquérir dans les plus brefs délais. Vous aurez un stand où vous pourrez vous la procurer. Donc on va parler de la géopolitique de la transition énergétique. Il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre de pays sont rentrés dans une dynamique de transition énergétique, d'adoption de plus en plus d'énergie renouvelable, de transformation économique, voire sociétale autour de ces questions de décarbonation. Or, ça soulève évidemment un certain nombre d'enjeux et on a voulu un peu explorer cette dimension géopolitique de la transition énergétique qui, pour l'instant, est relativement peu explorée. Il existe quelques travaux, mais on essaye d'interroger un petit peu les enjeux géopolitiques autour de ces questions d'énergie renouvelable notamment, alors même que la géopolitique est souvent associée aux énergies plus traditionnelles comme les hydrocarbures. Alors notamment à l'IRIS, on a un partenariat avec IFP Énergie Nouvelle. Emmanuel H ici même est le coordinateur du projet Generate, qui est un projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche, consacré justement à l'exploration de cette géopolitique des énergies renouvelables. Vous pourrez retrouver nos travaux sur le site de l'IRIS. Et donc, en menant ces différents travaux, on s'est posé un certain nombre de questions. La question des matériaux stratégiques, par exemple, liés aux technologies bas carbone, la question de la géopolitique des brevets, la question des pays producteurs d'hydrocarbures, la question de la place de la Chine, la question aussi de la place des territoires et des différentes échelles locales, nationales, internationales dans ces différents enjeux. Et donc, on a voulu ce soir vous présenter trois focus. Ça ne sera pas un exposé exhaustif sur les différents aspects de la géopolitique de la transition énergétique. Évidemment, les échanges pourront aider à compléter, mais on va faire trois aspects particuliers et ensuite on complétera avec les questions. On commencera par un focus sur la Chine, qui est un acteur central de la transition énergétique. Et Emmanuel H, qui est économiste à IFP Énergie Nouvelle, nous présentera sa vision d'une Chine en leader du monde vert, point d'interrogation. Ensuite, Clément Bonnet, qui est post-doctorant à IFP Énergie Nouvelle et qui lui aussi fait partie de l'équipe du projet Generate, nous parlera de la géopolitique des brevets des technologies bas carbone. Et ensuite, Esther Bayeul, qui est responsable au sein du réseau Claire, Réseau pour la transition énergétique, qui nous parlera justement de ces différentes échelles et qui reviendra à l'échelle notamment des territoires et comment la transition énergétique se fait, quels sont les différents jeux d'acteurs au sein des territoires autour de ces questions de transition énergétique. Donc on va commencer sans plus tarder par Emmanuel H sur la Chine. Et je me charge de la présentation. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, pendant que la présentation se charge, quelques petits éléments de contexte. En fait, cette présentation sur la Chine, bien évidemment, elle est totalement déconnectée de la visite du président Xi Jinping en France à l'heure actuelle. Toutefois, il nous a paru très pertinent, dans le cadre justement de cette revue internationale et stratégique, de nous interroger sur la réalité du tournant écologique de Pékin et de comprendre à quelle logique répondent les transformations de son modèle. Alors aujourd'hui, la politique du président chinois, elle répond à des logiques internes, la politique d'un point de vue global. La première, c'est bien évidemment de ne pas être le président chinois qui va provoquer l'effondrement du régime et qui serait une sorte de Gorbatchev chinois. Elle répond également à des objectifs externes, les routes de la soie que vous connaissez, et elle répond à des objectifs qui sont mixtes. Et parmi les objectifs qui sont mixtes, c'est-à-dire à la fois qui répondent à des logiques internes et externes, on a cette question écologique. Alors cette question, elle est au centre de toutes les attentions aujourd'hui, car elle catalyse à la fois des ressorts
qui vise à assurer la cohésion du régime et des citoyens chinois, mais également elle pourrait être un outil de promotion internationale en matière de gouvernance ou en matière industrielle. Alors, je continue. Alors, on a un petit souci sur le PowerPoint. Alors, à la base, en fait, cette présentation, elle s'appelait « La Chine, nouveau laboratoire écologique mondial ». Et je l'ai sous-titré, en fait, cet après-midi « Make China Great and Green Again ». Tout simplement parce que nous allons regarder justement ces deux aspects, à la fois de puissance chinoise et de verdissement de cette économie. Alors, je vais faire un plan assez simple. On va regarder un tout petit peu la Chine, c'est-à-dire est-ce que nous avons une Chine verte, est-ce que nous avons une Chine brune, est-ce que nous avons quelle réalité chinoise d'un point de vue énergétique et écologique nous pouvons avoir. On va s'intéresser après aux limites de la transition énergétique chinoise, et puis on se posera enfin la question de savoir si la Chine, à travers cette politique écologique, elle souhaite devenir le leader du monde, c'est-à-dire est-ce que l'on va vers un leadership climatique, et est-ce que les routes de la soie sont en elles-mêmes une opportunité climatique? Est-ce que le PowerPoint se lance? Toujours pas. Bon. Ça ne va pas tarder. Alors, quelques réalités. De toute façon, on reprendra le fil de la présentation, au fur et à mesure de mon exposé. Quelques réalités, je vais dire énergétiques ou économiques chinoises. Alors, à l'heure actuelle, en fait, la Chine, c'est 15% du PIB mondial. Pour vous donner une petite référence, en 1990, c'était à peine 2%. La croissance, elle a été de 10% entre 1980 et 2010. Et si on est juste sur la consommation énergétique, entre 1980 et 2010, cette consommation énergétique, elle a été multipliée par 7. Alors, à l'heure actuelle, la Chine, c'est le premier consommateur énergétique mondial, c'est le premier émetteur de CO2 au niveau international, avec près de 28% des émissions de CO2 devant les États-Unis avec environ 15% et l'Union européenne avec environ 11%. Et lorsqu'on regarde un tout petit peu d'un point de vue historique, cette phase de croissance chinoise, elle s'est construite en fait justement sur ces énergies carbonées, notamment le charbon, avec un slogan qui est assez simple finalement à retenir. Et c'est le suivant. Alors je suis désolé, il est en anglais, mais je pense qu'il va être assez facilement compréhensible. C'était getting rich first, clearing up later, c'est-à-dire on devient riche et on nettoiera après, quelles que soient les conséquences environnementales de ce développement. C'est-à-dire que dans les premières années en fait de l'émergence chinoise, on a privilégié le développement, la sortie de la pauvreté en fait de plus de 700 millions de Chinois, et les énergies carbonées ont été le vecteur de ces développements depuis les années 1990. Alors bien évidemment, ce développement chinois, il a eu un coût. Le coût écologique de la croissance chinoise, il est très important. Je vais revenir sur... Je vais me connecter à mes slides. Alors, je suis désolé, vous avez raté un très beau slide en fait qui mettait en relation la croissance énergétique et la croissance du PIB chinois. Mais on va se concentrer maintenant sur le coût écologique. Alors le coût écologique, lequel est-il? Lorsque vous essayez d'évaluer en fait les coûts de la pollution en Chine à l'heure actuelle, on les estime à environ 6,5% du PIB. Alors derrière ce chiffre, on a surtout une problématique qui est une problématique de cohésion et de fracture sociale en Chine. Pourquoi? Parce que vous avez véritablement une double fracture sur cette question de la pollution. La première, c'est entre les différentes provinces chinoises. Sur le graphique que vous avez devant vous, en fait, vous avez des niveaux de pollution de l'air qui sont largement différenciés, notamment entre les provinces du Nord qui sont extrêmement charbonnières et puis les provinces du Sud, et puis également entre les zones urbaines et rurales, sachant que les zones rurales en Chine sont 1,5 fois plus polluées que les zones urbaines.
La question de la pollution de l'air, c'est véritablement devenu dans les années 2010 un enjeu national. Hein. Alors quelques chiffres. Hein. Alors vous voyez sur ces magnifiques photos en fait ce qu'on appelle le smog pékinois. Hein. À l'heure actuelle, la pollution de l'air, c'est une des premières causes de mortalité en Chine. Hein, c'est environ 1,3 million de décès prématurés. C'est donc un coût très important pour la santé. C'est un coût en termes d'image à l'international. Et c'est à l'heure actuelle l'un des principaux risques identifiés par le gouvernement chinois de déstabilisation du régime. Alors, le gouvernement, il n'a pas attendu l'année 2018 ou l'année 2019 pour réagir. Hein. Dès 2013, en fait, il y a eu quelques mises en œuvre de politiques sur la pollution de l'air. Mais ce qui a véritablement catalysé la prise de conscience gouvernementale sur les questions écologiques et de pollution de l'air en Chine, c'est un reportage qui s'appelle Sous le dôme, Under the Dome en anglais. En fait, ça s'appelle Enquête sur le brouillard chinois. Et alors, c'est un documentaire qui a été réalisé par une présentatrice vedette de la télévision chinoise, hein, qui s'appelle Chai Jing. Et ce documentaire, il a été diffusé en fait le 28 février 2015. Sur Internet, il a connu un succès fulgurant. Alors quand je dis fulgurant, bien évidemment, il faut le rapporter au niveau, à la population chinoise. Hein, c'est 155 millions de vues le premier jour de sa sortie. C'est environ 300 millions de vues en une semaine. Et alors, ce reportage, il a eu le bon goût en fait d'être diffusé le dimanche précédent le Congrès national du peuple. Et il a bien évidemment été censuré par la suite. Et vous pouvez toujours le trouver sur YouTube. Mais surtout, il a permis de catalyser en fait la peur des citoyens chinois sur ces questions de pollution de l'air. Et il a permis, j'allais dire, de mettre en image ce que ressentaient en fait les citoyens chinois. Et il a bien évidemment en fait été le vecteur en fait d'une prise de conscience gouvernementale que ce problème de la pollution de l'air était un problème de déstabilisation politique. Alors, à côté de la pollution de l'air dont on parle beaucoup, on a bien évidemment une crise un petit peu plus globale, hein, que l'on peut qualifier de crise des écosystèmes. Hein. On a une crise, j'allais dire, liée au stress hydrique en Chine. On a une crise liée à la contamination des sols. Hein. À l'heure actuelle, la Chine, c'est environ 21% de la population mondiale, c'est 7% des ressources en eau et c'est 10% des terres arables. À l'heure actuelle, un citoyen chinois sur 4 n'a pas accès à une eau non contaminée. Et si on se projette, et si on essaye de relier en fait les éléments à la fois énergétiques et les éléments d'écosystème, la seule production d'énergie en Chine à l'horizon 2035 devrait augmenter la consommation d'eau de 85%. Donc on a en plus, j'allais dire, des externalités de la consommation énergétique sur la consommation de l'eau. À l'heure actuelle, 16% des sols seraient contaminés. Hein, ça fait environ 20% des terres arables et vous avez environ 3,33 millions d'hectares qui sont impropres à la culture. Alors 3,33 millions d'hectares, ça ne vous parle pas forcément, mais si je vous dis que la surface de 3,33 millions d'hectares, c'est en gros la surface de la Belgique, peut-être que ça vous parlera plus, c'est-à-dire que la surface de la Belgique en Chine, en fait, est impropre à la culture. Et à côté de ce stress hydrique, à côté de ces problèmes, j'allais dire, de contamination des sols, on a bien évidemment en outre, en fait, des scandales sanitaires avec notamment, vous avez peut-être entendu parler, le lait en poudre, la crise des choux au formol, etc., etc. Alors, face à cet environnement, en fait, la réponse chinoise, elle se trouve notamment dans le 13e plan quinquennal 2016-2020, dans lequel en fait le gouvernement a accéléré la phase de transition écologique qu'il avait déjà initiée un tout petit peu auparavant, hein, parce que dès 2015 on avait déjà certains objectifs assez ambitieux en matière environnementale, hein, notamment sur la réduction de l'intensité CO2 du PIB, sur la part des ENR dans le mix énergétique, à environ 20% en 2030, sur l'augmentation du stock de forêt ou de la surface des forêts, et à l'heure actuelle sur les objectifs
l'objectif de 2015, sur la plupart des objectifs, on est déjà soit à 90, soit à 100%, soit on a dépassé l'objectif en fait qui était fixé en 2015. Si vous prenez le seul indicateur de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, à l'heure actuelle, on est autour de 24-25% en Chine. À côté de ces mesures qui sont liées plutôt au plan quinquennal, on a un gouvernement chinois qui nous raconte une histoire. Et ça, c'est très intéressant dans le contexte de la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que finalement, on a un gouvernement qui va raconter l'histoire d'une civilisation qui doit changer. Et notamment, le gouvernement a développé la notion de civilisation écologique. Alors, cette notion de civilisation écologique, ça va beaucoup plus loin, en fait, que de mettre des ENR dans un mix énergétique. Ça raconte l'histoire d'un pays qui veut se transformer, ça va véritablement l'histoire d'un pays qui veut verdir à la fois son économie, mais surtout les esprits. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a deux phases, en fait, dans cette civilisation écologique. La première, c'est le 2020-2035, où l'objectif de Pékin, c'est et là je reprends les termes que l'on peut trouver dans le plan quinquennal, c'est de finaliser la modernisation de la nation et la rendre innovante. Alors derrière cet objectif, on a notamment le plan Made in China 2025, qui a, dans une large part, veut développer les différentes technologies liées à la transition énergétique. Et puis on a la deuxième phase, le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire la période 2035-2050, où on veut rendre la société prospère, belle et harmonieuse, c'est-à-dire que à partir de 2035 et jusqu'en 2050, et plus précisément en 2049, la Chine devra être verte. Alors, bien évidemment, on va mobiliser de nombreux vecteurs, et parmi eux, on a les dépenses en R&D, on a l'incitation à la mobilité électrique. À l'heure actuelle, le marché chinois, c'est le premier marché du véhicule électrique au monde. On a des politiques en faveur du recyclage, on a des politiques en faveur de la surveillance des écosystèmes. Il n'y a pas que les citoyens chinois qui sont notés de manière sociale, il y a aussi des écosystèmes, donc un processus de surveillance qui est assez important. Et on a en corollaire, en fait, un verdissement de la finance qui est annoncé, en fait, dans ce plan quinquennal. Alors, d'un point de vue des réalisations, où est-ce que nous en sommes ? À l'heure actuelle, la Chine, c'est le premier investisseur dans les énergies renouvelables au niveau international. Alors là, sur ce graphique, vous avez les chiffres 2017. En 2017, la Chine avait dépensé environ 126 milliards de dollars dans les ENR. C'est environ 45% du total mondial dans les ENR. Si je vous donne les chiffres 2018, elle est autour de 100 milliards de dollars d'investissement. Mais paradoxalement, étant donné que les coûts des ENR ont diminué, cette diminution, j'allais dire, en valeur des investissements a fait qu'en volume de capacité en ENR, on est au-dessus des chiffres qui avaient été investis en 2017. Pour vous donner un élément de comparaison, donc la Chine en 2017, si on regarde les chiffres de 2017, 126 milliards, les États-Unis c'est 64 milliards, le Japon c'est 27 milliards, la France c'est 5 milliards de dollars. Si on le rapporte au PIB, c'est ce qu'il faut bien évidemment faire. À l'heure actuelle, l'effort dans les ENR de la Chine dans le PIB, c'est 1,1% du PIB contre 0,32% aux États-Unis. Lorsqu'on regarde un tout petit peu les capacités électriques chinoises, notamment dans le solaire et dans l'éolien, dans la part mondiale, vous voyez qu'on a eu un décollage assez marquant et assez marqué à partir de 2007-2008 pour l'éolien et à partir de 2010 pour le solaire. Et à l'heure actuelle, en fait, la Chine concentre sur son territoire entre 32 et 34% des capacités solaires et éoliennes mondiales. Donc il y a véritablement un investissement massif qui est réalisé sur le territoire chinois. À côté de ça, on a quand même des limites à cette transition énergétique. Alors, la première limite, elle est économique. Pourquoi elle est économique ? Parce que tout simplement, à l'heure actuelle, la Chine change de modèle. Et quand on dit qu'elle change de modèle, bien évidemment, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle est en train de changer son modèle économique, son logiciel économique, et
le modèle qui était basé sur les exportations et sur une croissance tirée par ces exportations nécessite un recentrage sur la consommation. Et ce recentrage sur la consommation, pourquoi il interfère dans la transition énergétique et écologique? Tout simplement, ce modèle, il était producteur d'emplois. À l'heure actuelle, la Chine a besoin de 13 millions d'emplois annuels créés pour assurer, j'allais dire, la cohésion citoyenne sur le territoire chinois. Et pour l'instant, les ENR ne créent pas suffisamment d'emplois dans les provinces chinoises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la relation de gouvernance entre l'État central et les provinces en Chine. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on dessine la Chine, qu'on vous explique comment fonctionne la Chine, on vous dit il y a un schéma qui est très simple. C'est un schéma informatique pour ceux qui ont déjà fait de l'informatique. Ça s'appelle Command and Control, c'est-à-dire l'État central décide et puis la province et la municipalité doivent réagir à l'ordre et donc suivre cet ordre-là. Ce schéma de Command and Control, il est bien évidemment ambigu en Chine, tout simplement parce que vous avez des objectifs, certes, qui sont imposés par l'État central, mais vous avez surtout des forces d'inertie qui sont très importantes, et parmi lesquelles, notamment, on a des monopoles très importants dans la production d'électricité en Chine, on a des bas prix en Chine qui n'incitent pas à l'investissement dans les ENR, on a des pressions de l'industrie du charbon pour ne pas intégrer les ENR dans les réseaux, et puis on a aussi, j'allais dire, d'un point de vue de la gouvernance globale, en fait, des domaines de compétences entre ministères qui ne sont pas très très bien, j'allais dire, dessinés et qui retardent un tout petit peu les investissements. Le deuxième point qui limite la transition énergétique chinoise, c'est, j'allais dire, le modèle chinois en lui-même également. C'est-à-dire que la Chine, elle a arbitré dans les années 90 dans un modèle industriel, et même sur les technologies ENR, plutôt que de favoriser son marché intérieur, elle a préféré en fait créer des filières très productive et très compétitive sur les technologies des ENR plutôt que d'implanter sur son territoire, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a déjà plus de 30% en fait des investissements dans le solaire et dans l'éolien. Et encore à l'heure actuelle, si vous voulez, il y a toujours ce combat entre l'intérieur du territoire et la filière compétitive à l'extérieur. Et comme vous voyez sur le graphique, à l'heure actuelle, quel est le pays qui est la filière en ENR la plus compétitive au niveau international? C'est bien évidemment la Chine. Alors, dernier point de mon exposé, est-ce que la Chine souhaite devenir le leader du monde vert? Alors, répondre à cette question, je vais répondre très rapidement. Il faut partir d'une chose très simple. Si la Chine s'est intéressée au climat, ce n'est absolument pas pour faire plaisir à la communauté internationale. Elle répond à une logique de prime abord interne. Il se trouve qu'il y a comme un alignement des étoiles, c'est-à-dire que là où la Chine veut rentrer dans un monde vert et dans un monde, j'allais dire, plus écologique, elle trouve face à elle un monde qui est de plus en plus fractionné. Vous avez les États-Unis qui sortent des accords de Paris, vous avez une Union européenne qui, d'un point de vue énergétique, certes, a un plan, mais qui, d'un point de vue géopolitique global, n'est pas une force d'attraction assez importante pour imposer son modèle. Et finalement, la Chine se retrouve, j'allais dire, de facto, en leader du monde vert, mais ce n'est absolument pas un choix stratégique de la part de Pékin, mais bien évidemment, si la Chine a la possibilité, en plus de trouver des externalités dans sa politique interne pour répondre, j'allais dire, à une logique internationale, elle le fait. Et elle le fait comment? Elle le fait, bien évidemment, en jouant sur les divergences entre les États-Unis et l'Europe, elle le fait avec le lancement j'allais dire fin 2017, et il est toujours en discussion, mais il va arriver d'un marché national du carbone qui devrait concentrer plus de 60% des dépenses énergétiques de la Chine, avec la montée en gamme technologique, et le fait aussi en imposant ses normes. Alors, juste un tout petit point, juste une toute petite aparté, sur la question des normes. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise qui s'appelle le State Grid Corporation of China. Cette entreprise, elle contrôle 90% du réseau électrique en Chine. C'est une entreprise en fait qui, à l'heure actuelle, se positionne sur ce qu'on appelle les lignes à ultra haute tension, les UHV. Elle se concentre également sur les technologies renouvelables et sur le stockage, c'est-à-dire l'ensemble des technologies qui vont rentrer dans la transition énergétique.
Pour votre information, cette entreprise a racheté en fait des entreprises grecques, portugaises, italienne, et elle fait partie à l'heure actuelle en fait de ce qu'on appelle l'ENSOE, c'est-à-dire les entreprises qui gèrent le réseau européen, avec toutes les conséquences que l'on pourrait imaginer, notamment en termes de sécurité du réseau électrique européen, etc. etc. Dernier point, la BRI, la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire les routes de la soie, est-ce que c'est une opportunité climatique pour la Chine? Alors, on en parle très peu, mais il y a un volet écologique à cette BRI, c'est ce qu'on appelle la BRI verte. Alors, que dire de cette BRI verte? Est-ce que c'est une réalité? À l'heure actuelle, cela pourrait être une réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous regardez les pays traversés par la BRI, je parle de la BRI terrestre, c'est-à-dire les routes de la soie qui passent notamment en Asie centrale, à l'heure actuelle, pour que les pays d'Asie centrale remplissent, j'allais dire, les conditions d'un 2 degrés climatique, c'est-à-dire que le mix énergétique de ces pays aille et converge vers ce 2 degrés climatique, il faut environ 500 milliards d'investissements dans le solaire et dans l'éolien. Donc la BRI peut être une opportunité pour la Chine pour aller vendre ses technologies ENR sur leur territoire. A contrario, dans le même temps, la Chine est aujourd'hui le principal pourvoyeur de centrales à charbon dans ces pays, et vous avez plus de 240 projets de centrales à charbon dans 25 pays de la BRI. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a un problème d'arbitrage entre le secteur industriel et le secteur bancaire. Je vais juste vous donner un chiffre. 90% des projets qui sont financés par les plus grandes banques chinoises, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Big Six en Chine, vont vers les investissements fossiles. Alors en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? La Chine, c'est un formidable laboratoire pour les énergies bas carbone, tout simplement parce que de par l'immensité de son territoire et des investissements massifs, on a des économies d'échelle. Il y a une politique industrielle qui est volontariste. Les économies d'échelle, je viens de le dire, sont très très importantes. Ce verdissement, il répond à une logique interne. Il y a encore de nombreuses schizophrénies sur la question de l'écologie en Chine, notamment avec la question du charbon. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la réconciliation entre tous ces objectifs est tout à fait possible. Les défis restent nombreux, notamment des défis d'urbanisation, des défis de montée en gamme. Mais l'objectif de Pékin, il est clair, c'est 2049, c'est le centenaire de la République populaire de Chine. Et en 2049, il faudra que la Chine soit bien évidemment great and green. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On voit d'ailleurs dans cet exposé à quel point les technologies seront cruciales dans l'évaluation géopolitique de cette transition énergétique. Et pour ça, je passe la parole à Clément Bonnet qui va nous faire un dégagement sur la géopolitique des brevets des technologies bas carbone. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais adopter un angle d'analyse beaucoup moins large, en tout cas, que la stratégie chinoise, qui est en ce moment la question à $2000 sur le carbone. Je ne vais même pas vous parler de la géopolitique des brevets bas carbone dans son ensemble. Je vais essayer de mettre la lumière sur un point de blocage qui ralentit depuis maintenant des dizaines d'années les négociations climatiques. Et ce point de blocage, c'est la propriété intellectuelle. Et l'intérêt, je pense, d'en parler ici, peut-être, c'est qu'on est dans un auditoire généralement français ou en tout cas européen, et voilà. Et c'est des questions qui sont peu discutées ici, alors qu'en fait, si vous allez en Inde notamment, il y a énormément de recherches pour questionner la pertinence de la propriété intellectuelle dans le cadre de la lutte contre le climat. En Chine, il y en a eu, dans d'autres pays en voie de développement, il y en a, et donc c'est quelque chose qui a été ignoré pendant longtemps dans nos pays. Donc le titre du papier que vous pourrez trouver dans la dernière revue de l'IRIS, donc c'est peut-on parler d'une géopolitique de la transition, négociation climatique, les enjeux du transfert de technologie, excusez-moi. Et je vais revenir plus précisément sur la question du transfert de technologie.
Alors, les dernières analyses qu'on a des climatologues sont quand même assez pessimistes sur le fait qu'on arrive à remplir un petit peu les engagements pris lors de l'accord de Paris. Les principaux risques qui pèsent sur cet engagement, ils sont au nombre de 5. Je me base sur un papier qui est sorti dans Nature. Il y a 3 de ces risques qui sont en fait les premiers évoqués par les auteurs, qui sont liés à la technologie. Donc le premier risque, bien sûr, c'est la faiblesse des engagements pris. Je vous rappelle que l'accord de Paris fait que vous n'avez pas d'engagement contraignant. Donc aussitôt que vous sortez de la négociation, eh bien, personne ne pourra vous punir si jamais vous n'avez pas respecté vos engagements. Et donc ce que dénoncent pas mal d'analystes du climat actuellement, c'est que les pays en fait rechignent à prendre des engagements trop ambitieux, arguant du fait généralement que les technologies sont trop chères et que donc une transition serait trop coûteuse pour eux. Donc ils préfèrent voir bas et réajuster par la suite. Le problème, c'est que c'est pas trop ce qu'on observe pour l'instant. Le deuxième risque qui pèse un petit peu sur l'accord de Paris, c'est le rythme de diffusion des technologies, puisque si vous voulez rester dans un monde à 2 degrés, vous avez un rythme de diffusion technologique qui est en fait jamais observé dans des conditions d'économie normale. Vous êtes obligé de stimuler et d'accélérer cette diffusion. Et pour l'instant, on a un rythme de diffusion beaucoup trop faible. Il y a énormément de pays qui n'ont pas encore installé même les premières unités de technologies d'énergie renouvelable. Et le troisième grand risque que vous connaissez peut-être, c'est la centralité dans la plupart des scénarios climatiques des technologies dites à émissions négatives, qui en fait, pour résumer, couplent la capture du CO2 à la biomasse. Et donc quand vous couplez ces deux choses, vous allez brûler de la biomasse que vous allez prendre de la nature et stocker le CO2 que vous obtenez après avoir brûlé cette biomasse. Donc ça vous permet en fait de sortir artificiellement du CO2 du cycle naturel du carbone. Donc c'est des technologies qui sur le papier marchent très bien, qui en laboratoire marchent très bien et qui pour l'instant peinent à trouver un marché, peinent même à trouver des projets de démonstration. Alors parmi ces 3 risques, on retrouve la technologie et on retrouve le rôle en fait des droits de propriété intellectuelle. Notamment si je prends le dernier exemple, par exemple, donc les technologies à émissions négatives, ce que vous disent les analystes de secteur, c'est que c'est des technologies qui vont aller mobiliser des compétences très très vastes et qui sont généralement monopolisées par des acteurs différents grâce à des droits de propriété intellectuelle. Et donc un des freins en fait à la coopération qui se met en place, c'est le fait que chaque acteur qui dispose d'un droit de propriété intellectuelle sur une parcelle de la technologie va vouloir maximiser ses gains, va vouloir en tirer le plus de sous. Et donc on assiste en fait à des droits de propriété intellectuelle initialement designés pour plutôt encourager l'innovation, qui potentiellement dans certains cas peuvent en fait l'entraver, voire la ralentir. Alors dans cette présentation, je vais revenir beaucoup sur en fait 2 concepts qui permettent de saisir l'importance des droits de propriété intellectuelle. C'est les concepts de diffusion et de transfert de technologie. Donc si vous preniez dans les années 70, on avait une distinction très claire entre ce qui était un transfert de technologie et une diffusion de la technologie. La diffusion, c'est j'ai une nouvelle invention, je la brevette, ou non d'ailleurs, j'ai une nouvelle invention, je la mets sur le marché, ça fonctionne, et elle commence à prendre le marché puisqu'elle se révèle meilleure que les autres produits. Et donc ça, c'est une diffusion dans le sens où en fait les consommateurs vont adopter très largement cette nouvelle invention. Donc ça, bien sûr, du point de vue du pays qui détient l'innovation, c'est forcément bénéfique puisque ça veut dire que vous élargissez votre base de consommateurs. Puis l'autre concept en fait qui a émergé dans les années 70 et notamment de la part des pays en voie de développement qui voulaient justement se permettre d'avoir les moyens de produire eux-mêmes leur technologie, c'était le concept de transfert et de dire plutôt que de nous vendre la technologie, apprenez-nous à la produire. Et le transfert de technologie, contrairement à vendre ma technologie à quelqu'un, en fait, je vais lui apprendre et je vais lui transférer les compétences pour pouvoir la produire. Alors, ces 2 concepts qui sont assez intéressants parce qu'en fait, ils permettent de comprendre l'opposition entre pays développés et pays en voie de développement, même si cette distinction n'a plus trop sens maintenant, mais en tout cas, elle en avait beaucoup au début des négociations climatiques. Comprendre l'opposition entre ces deux groupes de parties dans le cadre des négociations climatiques. Donc les négociations climatiques, généralement, on commence à les étudier en 92 avec la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Mais en fait, on peut les resituer dans un contexte plus large. C'est-à-dire qu'après la grande vague d'indépendance, vous avez énormément de pays qui accèdent à l'indépendance et ils commencent à questionner la pertinence des droits des systèmes de propriété intellectuelle. Notamment l'Inde le fait, puisqu'elle est plutôt opposée en fait à la mise en place d'un système de droits de propriété intellectuelle. Et elle commence à vouloir le supprimer. Et s'ensuit en fait une négociation
entre les pays développés qui veulent protéger leurs actifs technologiques et les pays en voie de développement, bien souvent ceux qui viennent d'accéder à l'indépendance, qui eux veulent au contraire supprimer ces droits qu'ils considèrent comme non légitimes. Donc ça donne notamment lieu alors je ne vous l'ai pas mis, mais ça donne notamment lieu au nouvel ordre économique, donc qui est une demande de la part des pays en voie de développement justement de faire tomber les droits de propriété intellectuelle sur de nombreuses technologies, qui a lieu en fait quelques années avant la conférence de Stockholm. Et ensuite, dans la conférence de Stockholm, très rapidement, donc conférence de Stockholm qui porte sur la protection de l'environnement, et non pas du changement climatique, mais de l'environnement, vous avez une promesse des pays du Nord, conscients de leur responsabilité en fait historique dans la dégradation de l'environnement, de transférer à très faible coût, et sous-entendu en faisant tomber, s'il le faut, les droits de propriété intellectuelle, la technologie aux pays en voie de développement. Alors c'est un engagement qui est pris, vous pouvez retrouver l'engagement de 1972, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est vraiment très volontariste et très très optimiste, très généreux. Et c'est notamment quelque chose qui est utilisé pour entrer tout de suite dans une distinction entre technologie climatique et technologie non climatique, puisque les technologies climatiques, donc qui permettent en fait de réduire les dégâts sur l'environnement, elles sont vendues par les pays en voie de développement comme vraiment des technologies à part. C'est-à-dire que ce sont des technologies qu'en effet il nous faudra partager si on veut réussir à avoir une coopération internationale sur ces questions-là. Quelques années plus tard, se mettent en place dans le cadre du round de l'Uruguay les négociations sur les TRIPS, ou les ADPIC en français, donc Trade Related Intellectual Property, qui sont en fait qui sont des accords internationaux négociés et qui aboutissent au résultat suivant, c'est que les pays développés arrivent à harmoniser vers le haut toutes les règles de propriété intellectuelle auxquelles des pays qui signent ces accords. Excusez-moi, je vais la refaire. À l'issue des TRIPS, donc, vous avez les pays en voie de développement qui demandent à tous les participants de rehausser les standards de protection intellectuelle et de les harmoniser sur les standards américains, donc qui sont des standards très très protecteurs pour les innovateurs. Et vous avez de nombreuses oppositions, donc notamment de l'Inde, de pas mal de pays qui considèrent qu'en fait ils vont être spoliés dans cette situation. Et en fait, le marchandage qui se met en place, c'est notamment de la part des États-Unis. Si vous voulez accéder à nos marchés agricoles, eh bien, vous acceptez de rehausser les standards de propriété intellectuelle, et comme ça, tout le monde y gagnera. Donc, vous avez d'abord une opposition très vive qui se met en place à cette époque dans le cadre des TRIPS, notamment l'Inde qui se fait un petit peu le porte-parole de cette opposition au droit de propriété intellectuelle. Et puis en plus, ensuite, vous avez la négociation climatique, pour le coup, pas uniquement environnementale, qui prend son envol, donc en 92. Et de 92 jusqu'en 2008, en gros, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que tout le monde s'entend pour faire du transfert de technologie. Donc forcément, c'est des négociations où vous avez une inertie très très forte et un processus de décision qui est très très lent. En 92, vous avez une déclaration qui est très volontariste de tous les signataires, bien entendu. En 2001, vous avez la création du Technology Transfer Framework et de l'Expert Group on Technology Transfer. Alors, ces deux entités, en fait, qui étaient les fers de lance du transfert de technologies climatiques dans le monde. Pour l'Expert Group on Technology Transfer, c'est 20 personnes qui ont en fait assez peu de moyens et qui se voient 2 fois par an. Et pour le Technology Transfer Framework, c'est une petite entité en fait qui a un budget assez limité et qui permet aux pays d'évaluer leurs besoins technologiques. Donc en fait, on reste sur des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'évaluation des besoins que de l'action concrète pour le moment. Finalement, en 2008, vous avez l'adoption de la Poznan Strategy on Technology Transfer, qui pour le coup est un petit peu plus volontariste, qui dédie une certaine somme, j'ai plus les chiffres en tête, vous pourrez la retrouver dans le papier, au financement du transfert de technologie, mais qui passe pour cela par la banque environnementale, en fait, qui est un organisme qui n'est pas forcément formé sur le transfert de technologie. Donc ça a été énormément critiqué comme étant en fait un moyen d'allouer des fonds à une énième organisation internationale sans que derrière il y ait des actions concrètes prises par les pays détenteurs de la technologie. Et puis vous avez un peu une accélération de ces négociations. Donc, en fait, juste avant la conférence de Copenhague, justement, le G77, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud se mettent tous d'accord pour peser massivement dans la technologie et donc préparent en fait en amont une revendication sur la demande de transfert technologique,
Sauf qu'en fait, la conférence de Copenhague suit son propre agenda et un échec complet. On a un faux texte qui fuit et donc tous les acteurs commencent en fait à penser que l'accord a été réfléchi avant même qu'ils arrivent à la table. Donc les négociations se gèlent complètement et en fait tout le monde repart sans qu'il soit à peu près rien passé. En 2010, vous avez la conférence de Cancun où ces pays reformulent leurs demandes et demandent en fait une évaluation de l'importance des droits de propriété intellectuelle pour établir ou non si ça peut être un frein au transfert de technologie. Donc en somme, une demande assez légitime. C'est une demande qui est bien entendu tout de suite refusée et en fait, on peut identifier justement les groupes de parties. Ceux qui la refusent tout de suite, bien entendu, c'est les États-Unis et l'Europe qui investissent en fait depuis des dizaines d'années dans les technologies renouvelables et qui ont des systèmes de propriété intellectuelle qui sont extrêmement protecteurs. Jusqu'à maintenant et jusqu'à présent, vous avez une opposition qui est l'idée en tout cas par l'Inde, qui a encore demandé de faire tomber la propriété intellectuelle sur les technologies climatiques très récemment. Alors, ces deux visions, le but du jeu, c'est pas du tout de prendre... Je crois qu'elle ne marche plus. Si. Le but du jeu, c'est pas du tout de prendre un parti ou l'autre, puisque c'est surestimer énormément l'importance des droits de propriété intellectuelle sur l'innovation. Si vous supprimez les droits de propriété intellectuelle, vous aurez quand même de l'innovation. Si vous avez énormément de droits de propriété intellectuelle, vous aurez quand même de l'innovation. En fait, c'est une juste balance à avoir entre les deux. Mais bien entendu, il y a des jeux d'acteurs qui sont complètement différents. Si vous regardez cette figure, elle représente la part des brevets verts dans la totalité des brevets produits par les 5 plus gros offices de brevets dans le monde. Donc vous avez le CIPO, qui est chez l'office chinois, l'EPO, l'office européen, l'USPTO, US, l'office japonais et l'office coréen. Et donc on voit qu'en fait, à partir des années 90, on a une création de valeur qui est telle que les tensions autour de la propriété intellectuelle, autour de ces technologies, prennent un caractère nettement plus commercial qu'environnemental. Dans les différents acteurs de la négociation, on retrouve bien entendu les Européens et les Américains qui ont beaucoup breveté ces technologies-là et qui ont énormément exporté ces technologies-là vers les autres pays. Plus récemment, on a eu 2 acteurs qui ont tenté un petit peu de sortir de ça. Vous avez l'Inde, et l'Inde, tout en ayant un discours très critique sur la propriété intellectuelle, a essayé d'acquérir un leadership dans les technologies de l'énergie bas carbone via le dépôt de brevets notamment. En fait, l'Inde a connu plutôt un échec là-dessus. Sa grande firme, c'était Suzlon, qui jusqu'en 2014 était dans le top 5 des producteurs d'éolien. Et puis en fait, n'a pas du tout réussi à faire concurrence avec l'arrivée des concurrents chinois et les leaders historiques plutôt européens pour le coup. Et donc l'Inde est vraiment dans une situation où elle a à la fois investi et à la fois elle a un impératif de développement qui la pousse. Je ne sais pas si vous avez vu les prévisions sur les centrales charbon installées en Inde, qui sont tout à fait énormes. L'Inde prévoit en fait d'installer 243 gigawatts de puissance installée de centrales charbon, donc l'équivalent de 2 fois le parc français. Donc relativement à la population, c'est pas si terrible. Mais l'Inde, à un moment de son existence, a vraiment eu un choix à faire en termes de développement, et donc a plutôt raté ce coche de l'innovation bas carbone. La Chine, par exemple, a eu une stratégie complètement différente, c'est-à-dire que la Chine, depuis 84, si on veut donner une date exacte, où vous avez un discours du président chinois de l'époque qui explique justement l'importance des terres rares pour la nation chinoise, et très rapidement, la Chine a compris l'imbrication entre son monopole sur la production de terres rares, puisqu'elle produit plus de 90% des terres rares disponibles dans le monde, et la diffusion à grande échelle des technologies bas carbone, dont les plus performantes, je pense à toutes celles qui utilisent des aimants permanents, les éoliennes à entraînement direct, les véhicules électriques, utilisent massivement des terres rares. Et donc il y a une stratégie de la Chine d'intégrer complètement la filière de production de ces nouvelles technologies de l'énergie, et on observe plutôt un changement de discours de sa part depuis quelques années, puisqu'elle a breveté massivement énormément de technologies sur son territoire, a réussi à forcer une forme de transfert, puisque les entreprises européennes, par exemple, qui voulaient vendre des produits en Chine, étaient obligées de venir avec leurs ingénieurs, breveter leur technologie en Chine, tout ça en collaboration avec des ingénieurs chinois. Et donc, en fait, la Chine s'est assurée une forme de coopération forcée, si on veut. Et donc, le tournant qui est pris par la Chine maintenant est plutôt pro-propriété intellectuelle, contrairement à ce qui a pu se passer ces dernières années. Alors, juste pour finir, parce que je suis trop long, quelques pistes de solutions sur
Sur cet enjeu-là, toute la littérature économique nous montre qu'a priori, il n'y a pas de consensus sur le fait qu'un système de propriété intellectuelle stimule l'innovation. Ce qui est montré plutôt, c'est que ça dépend du niveau de développement du pays. Dans les pays très très développés, en effet, un système de propriété intellectuelle permet d'accumuler des rentes qui remboursent des investissements majeurs. Je pense notamment au secteur secteur pharmaceutique. Dans des pays en voie de développement, par contre, on a des analyses historiques qui montrent que c'est plutôt des phénomènes d'imitation qui permettent en fait d'innover. Et donc les systèmes de propriété intellectuelle ne sont pas du tout bien calibrés pour ces pays-là. Donc on a à peu près trois pistes qui se dégagent. On a une première piste en fait qui est assez évidente parce qu'elle calque très exactement les oppositions qui sont très semblables à celles sur la technologie climat qui ont déjà eu lieu dans les technologies de la santé. C'est-à-dire que après la signature justement des accords des TRIPS, vous avez eu l'accord de Doha qui est passé en 2001 et qui répondait à une revendication des pays en voie de développement de s'arroger le droit de faire tomber des droits de propriété intellectuelle sur certains médicaments qu'ils considéraient comme stratégiques. Alors, le problème, c'est que ça n'a jamais beaucoup été utilisé, cet accord de Doha, notamment parce qu'il y a eu des pressions des pays qui détenaient ces technologies pour maintenir les droits de propriété intellectuelle. Vous avez aussi potentiellement des collaborations intéressantes qui peuvent se faire dans le cadre des clubs climatiques, mais c'est quelque chose d'assez technique, donc je vais passer dessus. Et puis, et je vous invite à lire le papier. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'un régime d'exception pour les pays les plus pauvres, puisqu'il faut quand même garder en tête que c'est pas les pays les plus pauvres qui polluent le plus actuellement, mais quand vous regardez les projections sur notamment les dynamiques démographiques, on peut anticiper qu'ils vont être obligés d'installer massivement des secteurs, des capacités de production d'énergie. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où soit vous leur faites payer tout de suite plus cher des capacités de production d'énergie bas carbone, et probablement ils se tourneront vers de l'énergie fossile. Et donc, à ce moment-là, ça sera à vous de payer en fait les coûts de dépollution dans 30 ans, soit vous passez directement par une transition, quitte à faire tomber quelques droits de propriété intellectuelle, quand de toute façon, vous savez qu'ils constituent une barrière à l'achat. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que la géopolitique de la transition énergétique, c'était une mosaïque d'enjeux. Et donc, on s'est rendu compte que l'enjeu local et au niveau des territoires notamment était aussi important que les enjeux internationaux. Et c'est ce que Esther Bailleul va nous présenter tout de suite. Bonjour à tous. Le but de mon intervention, c'est effectivement de montrer qu'il existe bien une géopolitique de l'énergie au niveau local. Et je voulais commencer par rappeler que la transition énergétique, à la base, c'est vraiment une alternative environnementaliste à un système énergétique basé sur les ressources fossiles et fossiles. Ce qui signifie qu'en gros, c'est une valse à trois temps. D'abord, on priorise les besoins en énergie, c'est la sobriété. On diminue la quantité d'énergie remplie pour les mêmes besoins, c'est l'efficacité énergétique. Et on couvre les besoins restants par les renouvelables. Donc on a vraiment quelque chose qui est extrêmement ambitieux. Il ne faut pas occulter en fait que derrière le mot transition énergétique qui devient un peu un bruit de fond dans les médias et dans les politiques nationales, que derrière ce sont des transformations radicales en fait des modes de vie et de toutes les composantes de la société. En France, l'objectif qu'on s'est donné dans la loi, c'est diminuer par 2 les consommations d'énergie d'ici 2050. Et si on part du principe qu'on doit passer aux renouvelables dans notre mix énergétique, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est 2/3 de la consommation finale d'énergie en France qui est remplie par le pétrole, le gaz et le charbon, puisqu'on consomme encore un tout petit peu de charbon. Et en fait, c'est là que les acteurs locaux entrent en jeu, en fait. Parce que les gisements d'économie d'énergie, qui sont en fait le premier effort à faire, et les gisements d'énergie renouvelable sont répartis partout sur le territoire. Ils sont dispersés dans toutes les composantes de la société humaine. Et en gros, qui peut exploiter ces gisements d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable? Pas l'État, faute d'ancrage local. Et faute aussi, et les entreprises de l'énergie ne peuvent pas non plus le faire, parce que non seulement elles n'ont pas la légitimité démocratique pour le faire, et l'État et les entreprises manquent seuls de moyens pour mener cette transition énergétique à bien. Donc en gros, la subsidiarité, c'est la première raison pour laquelle la transition énergétique ne peut être que territoriale. Et la deuxième raison, c'est qu'elle ne peut être que multi-acteurs. Parce qu'encore une fois, les moyens à mobiliser sont énormes.
les moyens opérationnels comme les moyens financiers. Et en fait, les territoires, en tant que porteurs d'un projet de politique locale et que force mobilisatrice, sont appelés à jouer un rôle fondamental dans la transition énergétique. Donc, je vais parler dans mon intervention uniquement des territoires français, donc à l'échelle évidemment de la commune, du bassin de vie, etc. Et je vais développer 3 points. Le premier, c'est que le statu quo, en fait, du système énergétique, ou l'inaction en matière de transition énergétique, ça revient au même, alimente la vulnérabilité des territoires. Le deuxième, c'est que le système énergétique français aujourd'hui tend à se décentraliser et à faire émerger des écosystèmes territoriaux de transition énergétique, quoique leur marge de manœuvre est encore limitée par rapport aux enjeux. Et le troisième, c'est que le processus de transition énergétique fait émerger aujourd'hui de nouvelles relations entre acteurs, qui relèvent de la coopération, mais aussi des rapports de force. Et c'est là qu'il y a des enjeux de géopolitique au niveau local. Donc effectivement, le statu quo du système énergétique alimente la vulnérabilité des territoires. Pourquoi ? Parce qu'il y a des risques locaux qui sont liés à l'énergie, et on tend à l'oublier. On pense à l'accident nucléaire, on pense aux marées noires, spontanément. Mais la consommation d'énergie fossile, c'est le changement climatique. C'est donc la disparition de la biodiversité, les événements météorologiques extrêmes, les maladies chroniques liées à la pollution de l'air, j'en passe. C'est aussi un risque industriel potentiel. Le risque d'un accident nucléaire grave, effectivement, demeure, en dépit des exigences accrues en matière de sécurité, et on n'a toujours pas résolu le problème des déchets sur le long terme. Enfin, il y a un risque terroriste potentiel qui est lié aux installations, à toute installation centralisée, donc évidemment centrales thermiques, centrales nucléaires, qui peuvent être la cible potentielle d'une cyberattaque ou d'un attentat physique. Par ailleurs, contrairement à une idée reçue, la France est loin d'atteindre l'indépendance énergétique, puisqu'en fait les énergies fossiles et l'uranium qui servent à la production nucléaire sont importés quasiment en totalité aujourd'hui. Donc c'est 84% de l'énergie consommée en France qui dépend structurellement d'autres pays, notamment producteurs ou extracteurs de pétrole, gaz ou uranium. Et en fait, à cause de ces importations, la facture énergétique française est supérieure en 2016 à 30 milliards d'euros. Et elle est corrélée au cours du brut, puisque en 2012, lorsque les prix du pétrole étaient extrêmement élevés, elle atteignait 70 milliards d'euros, plus de 2 fois plus. Et en fait, l'évolution de cette facture est sujette à de fortes variations, et elle questionne du coup la sécurité d'approvisionnement des territoires en France et des acteurs, des entreprises, des structures publiques, et leur capacité financière et technique à obtenir de l'énergie et à s'approvisionner, notamment s'il y a des perturbations géopolitiques. Les importations d'énergie, en fait, c'est une dépense significative pour les acteurs locaux. C'est une part de la richesse locale, donc qui est produite dans les territoires, qui est détenue, produite par les ménages, par les entreprises, etc., qui quitte définitivement les territoires chaque année. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, en fait. Et en fait, les territoires qui aujourd'hui s'engagent dans une stratégie de transition énergétique ambitieuse ont généralement pour objectif de réduire leurs besoins en énergie et les dépenses associées, et aussi de relocaliser des activités de production d'énergie, de réinjecter cette dépense dans l'économie locale. Donc en fait, le système énergétique actuel pèse aussi économiquement sur le territoire et sur ses acteurs. Et forcément, ça alimente aussi des problématiques sociales, en plus de tous les risques qu'on vient de citer. La précarité énergétique aujourd'hui en France touche 20% de la population. Donc la précarité énergétique, c'est l'incapacité ou la difficulté à chauffer son logement à un coût acceptable, avec tout ce que ça entraîne en termes de santé, etc. De ce point de vue, la transition énergétique et notamment la recherche d'autonomie énergétique, c'est une véritable protection contre ces différents risques. Puisque, en fait, elle contribue à diminuer les aléas, donc à réduire la probabilité d'événements dangereux dont on a parlé plus haut, et elle diminue aussi, elle stabilise la demande en énergie. Elle participe donc à améliorer la résilience des sociétés, puisque en réduisant la demande, on a moins besoin d'approvisionnement. Et donc, on s'émancipe d'un certain nombre de risques. Donc, quand on parle d'autonomie énergétique, ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas non plus une balance entre simple production et consommation locale. Il y a derrière une prise en main par le territoire de ces enjeux, qui aujourd'hui en France, État historiquement centralisé, est encore émergente, où voilà, le processus est en cours, mais on est relativement en retard. Et pour ça, les acteurs locaux doivent vraiment devenir acteurs, au sens propre, de la transition. Ça, c'était le premier point, et c'est là qu'en fait le système énergétique français a eu tendance à se décentraliser. Pas uniquement pour accompagner ce besoin de localiser cette transition énergétique. Il y a eu plusieurs
plusieurs choses qui ont contribué à ça, mais du coup, on voit émerger des écosystèmes territoriaux de la transition énergétique, mais malheureusement, leur marge de manœuvre est encore limitée. Notamment, donc, c'est les collectivités, leurs groupements, donc communes, communautés de communes, pays, syndicats, il y a plein de strates territoriales qui ont eu davantage de responsabilités et de marge de manœuvre par une succession en fait, de politiques locales, nationales et européennes. En fait, les communes, à la base, elles ont un rôle fondamental dans l'énergie puisqu'elles sont propriétaires des réseaux. Elles sont autorités organisatrices de la distribution depuis 1906. Mais elles sont pourtant restées à l'écart de la politique énergétique puisqu'en fait, après la guerre, en 1946, l'État a pris en main le service public de l'énergie et a fait naître EDF, GDF, donc les deux bras armés en fait, qui étaient en charge de toute la chaîne de l'électricité et du gaz. Et en fait, c'est seulement dans les années 2000 que le cadre réglementaire a commencé sa transformation. À la fois parce qu'il y avait un processus de décentralisation générale, pas seulement pour l'énergie, parce qu'il y avait un accent mis de plus en plus sur le développement durable, les COP, etc. Et parce que l'Union européenne a surtout impulsé la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz. Ce qui, forcément, remet en cause l'existence telle quelle d'EDF, GDF. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les activités ont été séparées entre les différentes activités de la chaîne. Et en fait, après, plus récemment, les lois de transition énergétique et les dernières lois de décentralisation ont accentué ce champ d'action des collectivités. Et elles ont consacré notamment les intercommunalités, c'est-à-dire les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, par exemple, et les régions, comme les deux échelles majeures de l'action en matière de transition énergétique. Et aujourd'hui, en fait, les collectivités, donc notamment ces deux échelles, ont un vaste champ d'intervention possible. Si on prend à la fois tous les modes d'intervention, donc développement de projets, aménagement, le pilotage stratégique, la régulation, le soutien financier aux projets privés ou citoyens, l'investissement, la formation, etc. Si on prend d'un autre côté tous les secteurs d'intervention qui sont touchés par l'énergie, c'est-à-dire tous en fait, les renouvelables, mobilité, agriculture, forêt, développement économique, et si on prend les acteurs ciblés et ou partenaires de ces projets, les modalités possibles de transition énergétique dans les territoires sont extrêmement vastes. La décentralisation fait ainsi émerger des écosystèmes territoriaux. Alors pourquoi des écosystèmes? Parce qu'en fait, même si on a dévolu un rôle à ces collectivités, régions et intercommunalités, notamment l'intercommunalité, dans les faits, dans la réalité du terrain, ce n'est pas forcément elles qui sont à la tête de la transition énergétique, qui sont pilotes dans les territoires. Historiquement. En fait, en fonction des spécificités locales, on a des acteurs variés qui sont saisis de ces questions-là, des groupes citoyens, des agriculteurs, notamment en coopérative, des associations environnementales, des syndicats d'énergie, par exemple. Et en fait, les écosystèmes qui émergent sont très divers. Ils sont en fait le fruit des influences locales, de la rencontre d'initiatives et des cadres nationaux et régionaux. Et en fait, les compétences et les services de l'énergie, ils ne sont pas portés par les mêmes structures du tout. Cela dit, les collectivités aujourd'hui ont encore une marge de manœuvre réduite, y compris et d'autant plus les acteurs qui ne sont pas les collectivités et qui cherchent à mettre en œuvre la transition énergétique. Par exemple, il n'est pas possible pour les collectivités de reprendre le service public de l'énergie, comme on peut le faire en Allemagne, par exemple. Mais au-delà de ça, on observe des transitions très intéressantes dans les territoires, c'est l'émergence de nouvelles relations entre acteurs, qui en fait relèvent à la fois de la coopération, mais aussi du rapport de force. D'abord, on a deux tendances, si on regarde le rapprochement. D'une part, une tendance à la coopération locale, donc on a des nouveaux modes d'organisation en fait, qui émergent, notamment dans les partenariats qui sont au niveau local, les montages juridiques et financiers des projets, citoyens, collectivités, entreprises, etc. Et on a aussi l'émergence de nouveaux acteurs, comme les agences locales de l'énergie, qui développent des projets spécifiques. Et à côté de ça, on a une mise en réseau plus globale des acteurs, qui en fait contribuent à leur convergence, à leur structuration dans un mouvement plus global. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux sectoriels, institutionnels et militants se sont multipliés, et en fait, ça facilite la circulation des personnes, des idées, et même s'il y a des spécificités locales, il y a globalement une uniformisation des modes d'intervention. Mais il y a aussi des rapports de force, et c'est là que la dynamique est un petit peu en tension, c'est-à-dire que les acteurs locaux aujourd'hui, qui sont favorables à la transition énergétique, portent des revendications ensemble, parce que c'est un modèle alternatif, donc c'est une contestation du modèle en place, forcément. Et donc, il y a des stratégies d'influence collective pour gagner en marge de manœuvre, pour lever les contraintes et lutter contre l'inertie du système énergétique au niveau national, voire international. Mais ces rapports de force s'observent aussi au niveau local. Par exemple, les relations avec les gestionnaires nationaux des réseaux de distribution sont une source de conflit. Quand une collectivité va renégocier son contrat de concession,
il est arrivé que l'opérateur de réseau, donc Enedis ou GRDF, fasse de la rétention de données au point d'entraver la mission de contrôle des collectivités. Et ensuite, on a un dernier type de rapport de force qui est un peu plus inattendu, c'est entre les acteurs locaux eux-mêmes, y compris ceux qui sont favorables en fait à l'émergence d'un système alternatif, parce qu'en fait, ils ont quand même des intérêts distincts et ils sont susceptibles d'entrer en concurrence ou en conflit. Par exemple, si vous avez des développeurs d'énergie renouvelable et des citoyens impliqués dans un même projet, globalement, il y a de l'argent à se faire, il y a un enjeu de gouvernance sur le projet, donc il peut y avoir à un moment donné un conflit autour du contrat. Et à côté de ça, il y a toutes les concurrences autour de la ressource énergétique. Les gisements en bois, par exemple, où vous avez la centrale de Gardanne qui va consommer des milliers de tonnes de bois chaque année et qui entre directement en concurrence avec d'autres industries ou d'autres centrales biomasse collectives. Et enfin, vous avez même des concurrences plus éloignées, comme par exemple quand il y a un appel à projet d'une région pour soutenir la transition énergétique, et ben en fait, il y a un nombre limité d'élus parmi les territoires lauréats, et c'est un exemple très concret de concurrence entre des territoires qui, au fond, veulent la même chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit que le sujet est extrêmement riche. On a à peu près 25 minutes pour les questions. Un micro devrait circuler. On prendra plusieurs questions ensemble et on essaiera d'y répondre collectivement. Alors on a une question. La première question est toujours la plus difficile. Ah, on a une question ici, une deuxième ici. Bonjour, merci pour l'exposé. Deux, trois remarques. Au niveau des brevets, il y a un brevet en France qui permet de rendre solide l'hydrogène. C'est des anciens de la SNPE qui ont ça. Aujourd'hui, ils ont monté une société qui s'appelle McPhy. Et avec de l'hydrure de magnésium, ils arrivent à conserver, à stocker de l'hydrogène, qui peut être produit par de l'éolien, du photovoltaïque, voilà. Donc ça boucle la boucle au niveau de... Voilà, et c'est un brevet français que le gouvernement a bloqué parce que les Allemands voulaient le racheter. Deuxièmement, sur effectivement l'économie d'énergie et l'isolation, c'est principal. Par rapport aux gens qui sont qui peuvent pas payer leurs factures, il faudrait pouvoir financer en fait la rénovation thermique des logements. Et ça, il y a des banques qui savent le faire. C'est-à-dire que sur l'économie d'énergie, ça rembourse le prêt et en fait, après c'est une question de durée. Voilà, mais c'est pas grave. Les banques sont là pour prêter sur la durée et accélérer les mouvements normalement de l'économie réelle. Donc ça c'est possible. Ce serait intéressant qu'il puisse y avoir même des banques publiques ou des banques territoriales ou régionales, enfin qui fassent ça pour limiter la consommation. Voilà. Et puis pour l'Inde et les brevets, l'Inde utilise ses droits de propriété quand elle défend sa médecine ayurvédique contre les pharmaciens, enfin les groupes pharmaceutiques étrangers. Donc ça marche dans les deux sens pour les Indiens aussi. Merci. Merci. On va prendre une deuxième question au milieu. Merci. Donc avant ma question, donc qui concerne aussi les brevets, j'aurais peut-être une petite précision à faire pour voir si on est bien tous d'accord sur le terme de transition énergétique. Pour moi, la transition énergétique, c'est vraiment substituer toutes les énergies fossiles à des nouvelles formes d'énergie renouvelable pour atteindre la neutralité carbone. Alors aujourd'hui, les capacités installées en éolien, photovoltaïque et autres énergies renouvelables nouvelles ne captent même pas en fait la hausse de la demande globale d'énergie au niveau mondial. Donc il y a un petit ordre de... Tout ça pour dire que la transition, c'est pas tout miser sur les ENR, et vous avez raison de rappeler que c'est d'abord la sobriété et l'efficacité énergétique. Et donc ensuite, ma question sur les brevets, donc effectivement, vous avez fait un parallèle avec les médicaments essentiels, donc faire sauter les verrous des brevets pour délivrer des médicaments essentiels aux populations qui en ont besoin. Et vous avez aussi rappelé que c'est peu, donc là on parle des licences obligatoires, et donc ça c'est une flexibilité donc des aides PIC accordées aux pays en développement qui peut ou pas mise en œuvre aujourd'hui
par des pressions qui sont faites par les États-Unis principalement, mais aussi par une complexité en fait de la mise en œuvre de ces flexibilités. Et donc la question c'est, si ça marche pas pour les médicaments essentiels, pourquoi ça marcherait pour les ENR si les ENR sont la solution? Merci. Merci. Troisième question, devant, je crois. Oui, allez-y. Alors, quand on parle de géopolitique au niveau de la transition énergétique, il y a forcément des acteurs qui suivent ça d'un point de vue peut-être un peu inquiet. Si ça se fait, c'est tous les pays producteurs de pétrole, pétrodépendants, même si quand on parle d'énergie renouvelable, on pense plus à l'électricité. Mais justement, est-ce que ça peut être vu, notamment pour un pays comme la Chine, comme étant à la base d'une stratégie à terme pour également réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'hydrocarbures via une mobilité qui serait plus portée sur l'électricité ou sur ce genre d'énergie renouvelable? Merci, on va déjà commencer par répondre à cette série de questions. Je vous propose de répondre petit à petit à chaque question. Esther, si vous voulez commencer. Notamment sur la financement notamment, et il y avait sur la définition de la transition énergétique. Alors oui, effectivement, le tiers financement est une des solutions qui a été trouvée pour faciliter le financement de la rénovation. Le seul souci, c'est que ça suppose qu'il y ait des économies d'énergie sur la facture. Ça suppose qu'il faut que les gens payent une facture. Ça veut dire alors qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie des précaires qui ne payent pas de facture parce qu'ils ne se chauffent pas. Et donc là, le tiers financement rencontre ses limites. Et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que ça fonctionne dans certains cas, c'est-à-dire des grosses passoires énergétiques qu'on rénove vraiment très bien pour un coût, pas trop de particularités en les travaux, avec un bon résultat à la fin, sachant qu'un gros problème de la rénovation aujourd'hui, c'est qu'en fait, la majorité des travaux n'obtiennent pas la performance recherchée, faute de contractualisation adéquate avec les artisans et de formation adaptée des artisans. Et après, il y a tout le problème des précaires qui, effectivement, ne peuvent pas économiser sur leurs factures. Et là, ce sont clairement des aides qui doivent être, du financement qui doit être dégagé pour ça. Pardon ? En fait, toute taxe aujourd'hui pourrait potentiellement servir. La question, c'est un système de vase communicant toujours. Et la rénovation des logements ne rapportant rien à la France en termes de, autre que la bonne gestion de son patrimoine, les économies d'énergie des ménages, etc., c'est un peu plus difficile à défendre que d'autres secteurs de financement. Et concernant effectivement la définition de la transition énergétique, vous avez parfaitement raison. Même pour la France, il est irréaliste aujourd'hui d'espérer remplacer intégralement tout ce qu'on utilise comme énergie aujourd'hui par des énergies renouvelables, et d'autant plus parce que si on élimine le pétrole, qui aujourd'hui représente une partie très importante de notre mix énergétique, ça veut dire qu'on remplace soit par du gaz, soit par de l'électricité, globalement, éventuellement de l'hydrogène, mais bon, on n'a pas d'infrastructure, voilà, en termes de vecteurs, c'est pas terrible. Et par contre, ça veut dire qu'effectivement, les installations pour les produire prennent énormément de place et voilà, et vont en plus demander beaucoup de ressources, beaucoup de renforcement des réseaux. Donc effectivement, la sobriété en premier et l'efficacité. Et je vous invite à regarder le scénario Négawatt pour ceux qui ne le connaissent pas, et vous verrez que quand on regarde le graphique qui va d'aujourd'hui à 2050, la majorité des efforts, c'est la sobriété, ensuite en deuxième l'efficacité, et seulement ce qui reste, vraiment c'est très peu, c'est les énergies renouvelables. Je crois qu'on est à un tiers à peu près de consommation qui reste. Merci Emmanuel, quelques remarques? Je vais commencer par la Chine. Oui, bien évidemment, la politique énergétique ou écologique de la Chine, elle vise à réduire la dépendance aux importations de pétrole. À l'heure actuelle, la Chine importe 8 millions de barils nets. Elle en consomme 12, elle en produit 4. Donc il y a cet objectif de sécurité énergétique, mais il y a aussi un objectif de sécurité géostratégique. 80% du pétrole chinois passe par Malacca.
et une bonne partie par Hormuz, donc on a véritablement un objectif géostratégique, mais derrière, vous avez aussi un objectif de leadership sur la technologie, par exemple sur la technologie du véhicule. À l'heure actuelle, 66% des batteries sont produites en Chine, donc on a véritablement une montée en puissance en fait de l'électrique, et donc quelque part, si vous voulez, ce que recherche la Chine, ce sont des externalités un petit peu volontaires, c'est-à-dire on réduit le pétrole, on développe l'industrie automobile, on se positionne à la fois sur le véhicule électrique, sur la batterie, et comme l'a dit Clément, on intègre en fait l'ensemble de la filière. Sur la question de la transition énergétique, si on prend le sens premier en fait de transition énergétique, c'est pas la transition écologique. Attention. Transition énergétique, c'est substituer des sources primaires d'énergie. Donc on en a déjà connu beaucoup. Hein. On est passé du bois au charbon, du charbon au pétrole. Ah si, il y a une substitution relative. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on les agrège. On les agrège. D'accord. Et c'est pour ça justement pour ça, si vous lisez justement l'introduction que l'on a faite, on part de ce postulat-là, c'est-à-dire que justement il y a une problématique de géopolitique de la transition énergétique, tout simplement parce que là où l'on pourrait penser que l'on va substituer de manière formelle, c'est-à-dire qu'on va remplacer, on le fait que de manière relative. C'est-à-dire qu'on va faire pénétrer dans le mix énergétique des énergies renouvelables. Et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue géopolitique ? Vous allez aussi agréger en fait des problématiques géopolitiques qui sont liées à l'intégration de ces ENR. Vous voyez ? Donc on est d'accord, si vous voulez, sur le diagnostic. Et bien évidemment, et là je ne vais pas m'aventurer sur ce qu'a dit Esther, mais bien évidemment, sobriété. Parce que l'efficacité, ça peut provoquer des effets rebonds. Merci Clément. Brièvement, du coup, sur la question des TRIPS ou des aides-PIC en français. Pourquoi ça marcherait pour le climat et pas pour les maladies ? Les revendications qui ont été faites, donc du coup, alors, pour reprendre dans le cadre des TRIPS, pour garantir une certaine flexibilité par rapport à la propriété intellectuelle, les pays pouvaient demander à rentrer dans des négociations bilatérales entre les pays pour avoir des licences compulsives. Licensary compulsive. Donc ça permettait en fait de obliger une boîte à transférer directement son brevet à une autre. Ça n'a jamais été mis en place. Pourquoi ? Parce que les demandes, elles ont été faites généralement pour lutter contre des maladies qui certes sont terribles dans certains pays, mais ne le sont pas dans les pays qui ont généralement produit les technologies. Et c'est pas le cas du climat en fait, puisque le climat c'est un bien global et qu'a priori, ce que j'émets ici affectera les autres, et ce que les autres émettent à l'autre bout de la planète m'affecteront moi. Donc je pense qu'il y a quand même des dynamiques de mobilisation qui peuvent être beaucoup plus vastes. Si on prend un exemple de l'actualité, on n'a jamais vu les lycéens français manifester contre la dengue, alors que la dengue tue énormément de gens et que on a des technologies qui existent mais qui sont trop chères dans l'état des faits pour pouvoir être achetées là-bas. Donc je pense que quand même pour le climat, il y a quelques marges d'optimisme. Et juste du coup, ça me permet de préciser quelque chose, c'est que suite au refus de transférer ces licences, en fait, les pays se sont organisés, ont créé ce qu'on appelle des communs, ils se sont mis tous ensemble, ils ont défini des objectifs et ils ont tous financé des programmes de recherche avec un consensus qui était de dire on partage tous nos droits de propriété intellectuelle, mais à la fin, par contre, il n'y aura pas de droit de propriété intellectuelle unique. Et c'est-à-dire que le seul objectif sera d'avoir le médicament. Il y a un papier qui vient de sortir là-dessus de l'AFD, si vous avez le temps, de l'Agence française de développement, en 2019 par Abekassi, qui est super bien et qui montre comment on peut avoir des marges de manœuvre par rapport aux droits de propriété intellectuelle dans le contexte de la santé. Merci, on a le temps pour quelques questions supplémentaires. Oui. Alors je crois que le micro n'est pas ouvert. Non, mais par l'effort, on peut. Ouais.
délégation de France. Et qu'aujourd'hui, l'énorme précarité énergétique au Royaume-Uni, justement, je voulais voir si vous pouviez peut-être dresser un bilan du programme POS par Ségolène Royal, et aussi savoir justement quelles actions concrètes peut prendre l'État pour assurer cette délégation de compétences. Vous savez, par exemple, au Danemark, le nouveau projet d'énergie renouvelable, 20% des citoyens peuvent être acteurs dedans. Je voulais voir si vous avez des... Merci. Il y avait une question derrière. Oui, d'abord. Avec un système économique mondial libéral aujourd'hui, est-ce que c'est compatible, alors qu'il est à l'origine de grande partie des dégâts environnementaux, et pas seulement, est-ce que c'est compatible avec les objectifs de limitation de pollution, et pas simplement, pardon, de façon générale. Ça va être autant, en termes de comportement, on parle de progrès, on parle de leadership de la Chine. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est envisageable sérieusement, ou est-ce qu'il n'y a pas un biais, un endroit D'accord, merci. Il y avait une question à côté du monsieur. Ah, ça marche toujours pas. Bah, je vous invite à vous lever et parler fort. Allez-y, allez-y. Projets de panneaux voltaïques, d'installation de large installation. D'accord. Merci. Une dernière question. Alors, une question complémentaire. Au-delà des États et des organismes publics, y a-t-il des entreprises privées très investies dans la transition énergétique, et qui sont-elles? Merci. D'accord, merci. On va commencer à répondre. Esther, vous commencez. Je vais aller faire vite. Alors, décentralisation, rôle de l'État. En fait, je vais vous présenter une vision, puisque aujourd'hui, l'État est dans une double posture, double, triple. Les États ont toujours plein de postures différentes, un petit peu contradictoires. En gros, la France prend des objectifs très, très ambitieux dans des lois. Et à côté de ça, par exemple, alors qu'elle possède EDF à majorité, elle n'en fait pas un acteur de la transition énergétique, alors qu'elle pourrait en tant qu'actionnaire majoritaire. Donc c'est un exemple un petit peu de double posture. Aujourd'hui, l'État, effectivement, met en œuvre des programmes comme le programme TEPCV, puisque TEPOS, c'est le réseau du clair, qui date de 2010, et qui donc a inspiré ce programme. Et du coup, en fait, le bilan de ce programme, c'est que, comme souvent les États font, mais aussi les régions, etc., c'est-à-dire on fait du stop and go. On dit, voilà, on lance un grand appel à projet, on donne de l'argent au territoire pour faire des projets. Alors c'est très bien parce que ça a fait rentrer la transition énergétique dans l'esprit, notamment des élus locaux et des techniciens, là où il n'y était pas forcément. En revanche, aujourd'hui, ce programme, il est sur la fin, enfin, l'argent a été versé, les projets sont censés être terminés, et la question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Et c'est toujours comme ça. Et en fait, il n'y a pas d'accompagnement pérenne, puisque l'État, encore une fois, double posture, demande aux collectivités de réduire leurs dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que les collectivités qui ont des responsabilités en termes d'énergie ne peuvent pas embaucher quelqu'un de nouveau, dans certains cas, parce qu'elles doivent réduire leurs dépenses de fonctionnement. Donc ça veut dire qu'elles doivent abandonner autre chose. Donc comment on fait? Donc il y a un hiatus ici, et en fait, c'est pour ça que les acteurs réclament des enveloppes dédiées, en fait, mais pérennes, et d'autres formes de contractualisation. Et quand vous disiez effectivement l'exemple du Danemark, c'est intéressant. En fait, c'est obligation d'ouvrir le capital, effectivement, à des citoyens. Et ça, c'est l'État aujourd'hui. Il y a des acteurs de l'énergie citoyenne qui essaient de pousser l'État à se donner un objectif de possession par les citoyens des énergies renouvelables, sachant qu'en Allemagne, c'est plus de la moitié de la puissance installée qui est possédée par des citoyens ou des agriculteurs. À titre de comparaison, en France, on est à 0,1, voilà, quelque chose comme ça.
Sur la question du système libéral, très brièvement, mais après c'est un avis un petit peu personnel, donc voilà. Je pense pas. Moi, je pense que le système libéral et surtout capitaliste contient en lui-même sa propre contradiction et que il doit, pour fonctionner, appeler la croissance et que la croissance nécessite une extraction de ressources et que donc de la dépense énergétique. Et je pense pas qu'on soit en mesure de continuer comme ça. Et voilà, je pense qu'il y a un moment où où en fait ça va s'effectuer par crise, mais j'aurais peut-être des points de vue différents, j'espère, parce que c'est pas le plus optimiste. Concernant l'accès au gisement des énergies renouvelables et les causes de conflits sur les parcs photovoltaïques, le problème en général, c'est que les parcs photovoltaïques, notamment les grands parcs, peuvent être faits sur des terrains vides, pollués, mais aussi des terrains défrichés. Donc ça veut dire qu'on a de la surface de forêt, ou alors sur des surfaces agricoles. Ou en tout cas cultivables. Et ça, c'est un vrai problème, effectivement, de compétition, d'usage du foncier. Donc c'est une conflictualité possible. Et après, il y a bien sûr tous les problèmes liés à simplement du NIMBY, du rejet local de grandes installations industrielles, puisqu'en fait, c'est aussi des installations industrielles qui s'ajoutent aux autoroutes, aux pylônes, etc., et qui peuvent être rejetées autour des parcs, voilà, sur le sujet des parcs photovoltaïques. Pour moi, c'est vraiment le principal. L'autre problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, le soutien photovoltaïque passe par des appels à projets de la Commission de régulation de l'énergie, qui est monté de manière à ce que ça favorise les grosses entreprises et les gros acteurs, et que ça écarte les projets qui sont portés par des coalitions d'acteurs locaux ou par des citoyens. Dernière chose, sur les entreprises privées, effectivement, il y a des entreprises aujourd'hui qui ont une démarche un petit peu volontariste en matière d'énergie. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont elles le font. Il y a des développeurs, vous les trouverez peut-être parmi les adhérents du Clair au hasard, mais il y en a aussi, il y en a d'autres, qui aujourd'hui essaient de faire des projets d'énergie, par exemple, en lien avec les citoyens, co-construits avec les territoires et avec les acteurs locaux, parce que, notamment, l'intérêt, c'est que plus il est intégré au territoire, plus le développement local que ça entraîne est important. Et bien sûr, mieux il est accepté, et plus il a de co-bénéfices en termes de sensibilisation, en termes de volonté politique, et qui est difficilement chiffrable, mais qui pourtant est tout à fait intéressant. Oui, mais je ne peux pas vous répondre en dehors, moi le reste n'existe pas dans ma culture, je suis désolée. Merci. Emmanuel ? La question sur la décentralisation, moi je réfléchis toujours quand on me pose une question sur la décentralisation, parce que la personne qui pose la question place tout de suite généralement le rôle de l'État comme central dans ce processus de décentralisation. Donc je trouve qu'il y a une contradiction majeure, alors qu'on pourrait peut-être aborder la question autrement, c'est-à-dire de se dire quelles initiatives citoyennes, un processus bottom-up, et arrêtons de penser toujours que l'action va venir de l'État sur ces questions-là. Donc ça, c'est mon point de vue sur la question. Sur la question du modèle économique, c'est intéressant. Il faudrait écouter Nicolas Hulot en septembre, le jour de sa démission sur France Inter, c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est incompatible. Qu'est-ce que j'en pense ? Je n'engage que moi-même quand je dis ça, et je vais vous faire je vais faire un parallèle. Dans l'industrie du déchet, en fait, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. D'accord. Le capitalisme a inventé un formidable système qui s'appelle le recyclage, mais qui n'empêche pas la fabrication du déchet. Eh bien, j'ai envie de dire que dans l'énergie, en fait, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, bien évidemment, si vous faites le rapprochement, la transition énergétique, il faut de la sobriété. La sobriété est-elle l'ami ou l'ennemi du capitalisme ? Je pense que vous pouvez faire la réponse vous-même. Sur la question, si vous avez envie de lire, je vous conseille de lire notamment les ouvrages d'Armel Campagne sur ce qu'il appelle le capitalocène, qui sont plutôt très intéressants. J'ai pas grand-chose à dire sur la conflictualité en fait du solaire. Après, sur les entreprises dans la transition énergétique, si vous les interrogez toutes, bien évidemment, elles font toutes de la transition énergétique. Il faut peut-être prendre le problème autrement, c'est quel type d'entreprise va impulser véritablement un changement majeur dans les comportements des entreprises. Et ça va peut-être vous étonner, mais c'est le secteur bancaire. C'est celui sûrement qui est le plus exposé avec le secteur de l'assurance. Et le signal, en fait, viendra de lui, et il vient déjà de lui. Lorsque des entreprises bancaires, en fait, refusent de financer des investissements, notamment dans le charbon,
Ce sont des signaux qui sont envoyés progressivement aux investisseurs. Ce sont des signaux en fait comme quoi il ne faut pas redémarrer certaines industries, investir. Si vous regardez, je fais juste un tout petit parallèle, mais lorsque Donald Trump veut relancer l'activité charbonnière aux États-Unis, pourquoi l'activité charbonnière aux États-Unis n'est pas repartie alors que Trump a mis l'accent sur cette activité charbonnière? Tout simplement parce que les banques ne veulent pas financer l'activité charbonnière aux États-Unis. Donc vous avez véritablement la place centrale des banques et de l'assurance est essentielle. Pourquoi? C'est elles qui vont subir. C'est elles qui un jour vont se retrouver dans leur bilan avec des projets qu'on appelle des stranded assets, c'est-à-dire des actifs qui ne valent plus rien, des actifs dévalorisés. Et donc bien évidemment le signal viendra de là. Quand? C'est bien le problème, c'est malheureusement on commence à en parler, les banques commencent à en parler, mais là il faut peut-être réfléchir peut-être à un niveau européen, c'est-à-dire je sais pas moi, adapter le niveau des réserves obligatoires des banques au niveau de leurs investissements dans les ENR, dans les technologies fossiles, etc., et prendre en compte ça dans l'appréciation en fait, notamment des schémas directeurs au niveau financier. C'est une proposition qui avait été faite il y a quelques années, notamment par le Royaume-Uni. Merci Clément. Dernière remarque. Pour terminer sur une touche peut-être un peu plus optimiste, votre question était assez étrange parce que vous avez dit, je ne sais plus qui l'a posé, mais est-ce que si on continue dans un monde comme ça, inégalitaire, capitaliste, libéral, en gros tout ce qu'il est de pire, ça ira mieux? Bah non, ça ira pas mieux, mais c'est quand même une toute petite période de l'humanité, quoi. C'est 0,25% de l'histoire humaine qui est la révolution industrielle en fait. Moi j'ai entendu capitaliste, libéral, et le inégalitaire, c'est peut-être moi qui l'ai déduit automatiquement, je m'en fous, je suis désolé. Alors si le problème c'est le capitalisme il a vécu des formes ultra différentes depuis la révolution industrielle, et il s'est quand même illustré par sa capacité tout le temps à changer et à se renouveler. Je ne suis pas pro-capitaliste, mais en tout cas on peut quand même lui reconnaître ça. De plus, la consommation énergétique complètement délirante, et notamment fossile, qu'on connaît, c'est vraiment une toute petite partie de notre vie, en fait, en tant qu'être humain. Donc on peut quand même avoir des espoirs, quoi, parce que sinon, en fait, on va dans la forêt et puis on s'enterre avec une hache en attendant que les gens viennent, quoi. Voilà, c'est pas terrible. Et pour du coup faire le pont avec les entreprises privées, et des entreprises privées, moi j'en citerai que deux, mais j'ai pas une grande connaissance des entreprises privées, qui seraient à la rigueur Enercop et la Nef. Enercop, une coopérative d'énergie renouvelable, la Nef, une banque éthique. En gros, pourquoi je cite ces deux-là? Puisque c'est deux entreprises privées qui n'ont de privé que le nom, quoi. En gros, elles ne suivent un objectif qu'aucune autre entreprise privée ne suit en France ou dans un marché, c'est-à-dire qu'elles s'imposent elles-mêmes des contraintes que personne n'a envie de s'imposer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a des investissements éthiques, comment est-ce qu'on a des investissements durables, comment est-ce qu'on permet aux gens de savoir dans quoi ils investissent, et en fait, c'est absolument pas ce qu'une banque, dans le cas de la Nef, a intérêt à faire. Donc, pour les entreprises privées, je pense qu'en fait, c'est très compliqué pour elles de pouvoir, dans une société actuelle qui est en fait fondée sur soit je gagne en qualité, soit je réduis mes prix, on va pouvoir continuer à survivre, quoi. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même un truc de normes qui doit rentrer en jeu, et aussi de pouvoir citoyen et de demande derrière, en fait. Les entreprises sont jamais que là pour répondre à une demande, quoi. Voilà. D'accord. Oui, vas-y. Et puis, vu qu'on est sur la géopolitique, on a vu à différentes échelles, en fait, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de regarder notre propre géopolitique interne, c'est-à-dire notre propre moi, c'est-à-dire notre rapport à l'énergie, notre rapport à la consommation de matières premières, en fait, en sortant de cette salle, et de se dire que nous aussi, on a nos propres envies, nos propres consommation, et que au final, en fait, c'est l'agrégation de tous ces problèmes qui font que comportementalement, en fait, on consomme de plus en plus de matières premières et d'énergie. Merci. Pour finir sur une note très optimiste, c'est qu'on a été très nombreux ce soir pour réfléchir tous ensemble à ces enjeux, ce qui est, à mon avis, un bon signe, et on espère que ça continuera. Merci encore d'être venu ce soir. Merci à nos participants. Et n'oubliez pas la revue est en vente à la sortie de la conférence. Merci à tous. Bonne soirée.